Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes pour cette nouvelle rencontre texto avec Julia Thévenot aujourd'hui. Donc, texto, vous savez, ce sont des rencontres avec des auteurs et des autrices contemporaines. Et chaque année, une place est faite à la littérature pour la jeunesse. Il y a le Salon du livre de Montreuil qui s'est terminé hier soir. Et donc, un petit peu avant Noël, tout ça, on a l'habitude d'inviter un auteur, une autrice jeunesse. On est très contente aujourd'hui d'accueillir Julia Thévenot. Et la rencontre sera animée par les étudiants et les étudiantes du Master MTI, Métiers culturels du texte et de l'image, que je remercie aussi, mais également par leurs camarades qui sont dans la salle et qui auront aussi très certainement des questions à poser à Julia. J'en profite pour remercier le service culturel qui est notre partenaire privilégié et indispensable pour les rencontres texto, l'UFR Sciences de l'information et de la communication et l'UFR LLSHS, ainsi que la direction de la communication pour toute la publicité faite autour de cette rencontre et bien sûr la bibliothèque universitaire Edgar Morin qui consacre aussi une grande place à la littérature pour la jeunesse avec le fonds Livre au Trésor dont vous avez un petit échantillon derrière vous avec la sélection toujours de qualité bien sûr par les bibliothécaires de romans pour la jeunesse. Voilà, donc bonne rencontre et je vous laisse animer cette rencontre avec Julia. Alors, bonjour Julia, merci d'être venue aujourd'hui. Du coup, je vais t'introduire un petit peu, si tu le permets. Alors, plaisir. Tu es autrice et éditrice, notamment c'est les éditions Sarbacane. Et on te reçoit aujourd'hui pour l'apparition de ton nouveau roman, Millepertuis, des éditions Sarbacane. Pardon, excusez-moi. Gallimard Jeunesse, désolée. Sorti en 2023. Tu as aussi écrit Bord de terre. Là, c'est les éditions Sarbacane, sorti en 2020. Et Toi qui m'aimes, aussi chez les éditions Sarbacane, sorti en 2024. Et, 2021. 2021. Et Le Trésor, c'est les éditions et Thierry Manet en 2021, si je ne me trompe pas cette fois. Et l'album, et là on va présenter aussi l'album Macap, illustré par Anne-Hélène Dupré, sorti en 2024. Donc, comme Fiona l'a mentionné, tu es éditrice. Et donc, comment s'articule cette double profession, à la fois d'autrice et d'éditrice jeunesse ? Alors, la façon dont elle est née, c'est que j'ai écrit pendant 10 années avant d'être assistante d'édition puis éditrice. Donc, les deux ont progressé parallèlement. Même si je n'ai été publiée qu'après avoir été nommée assistante d'édition aux éditions Sarbacane. Et la façon dont ça s'articule, c'est que les deux se nourrissent de façon très généreuse et très inspirante, parce que c'est en espionnant les manuscrits des auteurs que je publie que j'ai appris à manier les dialogues, notamment, parce que chez Sarbacane, on a beaucoup d'auteurs contemporains qui ont une écriture extrêmement scénique, extrêmement dialoguée, avec des voix fortes. Il y a une collection pour adolescents qui s'appelle Exprime, et qui a vraiment cette particularité-là. J'ai vraiment appris, en travaillant sur les textes des autres, à voir comment ils faisaient de bons dialogues. Et puis d'autres petits aspects du style de chacun qui peuvent nous enseigner, qui la narration, qui l'humour, qui le rythme. L'expérience de lecture de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, par exemple, a été très importante dans ma perception du rythme de la phrase, parce que c'est un roman en vers libre, dont la disposition graphique, la mise en page, invite à réfléchir, repenser la façon dont on donne du souffle au texte. Et depuis cette lecture, notamment, je me suis beaucoup penchée sur la littérature en vers libre contemporaine. Et j'ai toujours, c'était le cas déjà des Bords de terre, j'ai toujours la phrase qui sonne dans ma tête au moment où je l'écris. Tout le monde fonctionne différemment, mais j'entends ce que j'écris quand je l'écris. C'est pour ça que j'essaye de mettre du rythme. Et donc, j'ai en partie appris l'écriture en espionnant les manuscrits des auteurs que j'édite. Et à l'inverse,
ma casquette d'autrice me permet d'être parfois, je pense, une meilleure éditrice, notamment d'être très compréhensive face aux difficultés que peut avoir un auteur, parfois tout simplement émotionnel, à attendre une réponse. Je sais qu'à l'instant même où on envoie le mail, voilà mon manuscrit, même si on sait qu'il y a un délai de 3 mois, on se met à attendre la réponse, mais instantanément. Ça n'a rien de rationnel, parfois il est vendredi soir, 23h, et on n'a pas répondu. Donc, ce sont deux casquettes qui se nourrissent mutuellement, qui parfois ponctuellement se parasitent. Quand j'étais en train de boucler Bord de terre, à un moment donné, je travaillais sur un roman qui m'a fait me dire là, il faut que tu fasses une pause dans ta propre écriture, parce que les chapitres que j'écrivais étaient complètement infusés du style de l'auteur sur lequel je travaillais. C'est très rare, mais voilà, c'est arrivé à ce moment-là, parce que le travail était très intense et que sans doute j'aimais beaucoup son style. Et est-ce que dernièrement, tu as remarqué certaines tendances dans l'édition qui t'inspirent ou que tu aimes aussi en tant que lectrice? Des tendances qui m'inspirent ou que j'aime. Je suis inspirée, mais en réaction par certaines choses. Il y a une grosse tendance à la romantaisie. Et je trouve que c'est un gâchis pas possible, parce que romance et fantasy, mais super, j'achète en fait. Sauf que on ne fait rien de la rencontre de ces deux éléments. La plupart du temps, c'est soit un univers de fantasy bien construit, intéressant, tel qu'il y en a beaucoup, et c'est réjouissant. J'adore la fantasy, j'ai grandi avec ça. Et la romance n'est qu'un élément de cette histoire, ou plus fréquemment dans la mode actuelle, il y a par exemple une histoire qui va être dont l'argument principal c'est la romance, qui va être vraiment une comédie romantique, un drame romantique sur un décor légèrement fantasy. Et je trouve ça mais terriblement dommage qu'on n'utilise pas le matériau fantastique, le matériau de fantasy, pour transformer, perturber et rendre dérangeante, interroger tous les schémas, les tropes de la romance. Par exemple, on a eu, là ça commence à dater, mais pléthore de romances vampiriques. Et on a très peu utilisé l'aspect cannibalistique du vampire pour interroger la romance. Qu'est-ce que ça veut dire de se dévorer? Mais c'est trop bien en fait. Pourquoi on n'en a rien fait? Et c'est l'aspect dommage de la romantaisie. Moi, je suis en train d'écrire du coup pour cet aspect-là, parce que je cherche, j'attends, et à force de ne pas le trouver, je vais l'écrire. Une romantaisie. Donc non, ce ne sera pas du tout une romantaisie parce que ce sera trop bizarre, mais une romantaisie qui exploite en fait cet aspect-là. Et ouais, là, je suis en train du coup d'écrire une histoire de sorcière, parce que j'ai pas fini complètement d'exploiter cette figure qui est amenée, c'est son destin, c'est vraiment un destin qui la poursuit à dévorer ses fiancés. C'est des fiançailles magiques à chaque fois, et la dernière sera ses fiançailles avec le diable. Elle aura 7 fiancés dans sa vie. Le premier étant son doudou, un ami imaginaire, et à mesure qu'elle grandit, des fiancés qui vont être de qualités différentes, avec des relations différentes, et elle est amenée à les dévorer. Les dévorer comment? Les consommer comment? Ça veut dire quoi, consommer? Est-ce que c'est quelque chose de sensuel? Peut-être, effectivement, quand elle aura 15 ans, la consommation, ça va être tout cet aspect de première fois, mais du coup, magique et très perturbant. Et ce qui m'intéresse dans cette approche-là, de mêler romance et fantaisie de façon intradigétique au concept, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que ça permet d'interroger des choses sociales, des mécaniques amoureuses, sociétales, pas de fond, de façon symbolique et marrante et dérangeante. Et quand on se demande pourquoi on est dérangé par cette scène, c'est beaucoup plus viscéral, et du coup on est bien mieux amené à se poser la question quand l'aspect dérangeant vient du fait qu'on a mangé quelqu'un. Je profite que vous parliez des sorcières du coup pour... On avait dit qu'on se tutoyait. On se tutoie, tout à fait. Pour enchaîner sur du coup ton nouveau roman, Millepertuis, donc qui ressemble à ça.
Donc Millepertuis, La sorcière sans nombril est sorti en 2023. Et c'est le premier tome d'un diptyque, donc le tome 2 sortira bientôt. Si tout se passe bien, si mon nouveau-né me permet de finir le roman et que le processus éditorial suit son cours sans anicroche, septembre 25. Okay. Donc en septembre 2025, le tome 2. Donc c'est un roman jeunesse qui raconte l'enfance et l'adolescence d'une jeune sorcière qui s'appelle Horty d'Alembrin, et donc qui nous permet de suivre son quotidien et la découverte de ses pouvoirs. On retrouve aussi son entourage qui est composé essentiellement de femmes sorcières et de communs, donc comme Corentin, qui est son ami d'enfance, et donc c'est les communs qui n'ont pas de pouvoir. Le point de vue de Horty, qui est assez jeune, puisqu'elle a moins de 10 ans au début du livre, permet d'avoir une autre vision de la sorcellerie que nous n'avons pas dans d'autres livres de sorcières. Et donc aussi, tu abordes des sujets assez divers, comme le féminisme, l'amour et la violence, mais aussi tout ce qui est autour des couleurs de peau, puisque Horty est une jeune sorcière noire. Et aussi, du coup, on retrouve un bon nombre de ces thèmes sur la couverture très originale de ton livre, qui est faite par Anne Zum, donc, qui est une illustratrice principalement d'albums jeunesse. Je vous invite à aller voir sa production, c'est tout à fait zinzin et réjouissant. Voilà. Donc il y a beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments cachés sur la couverture que je vous invite à aller voir de plus près à la fin de cette rencontre. Donc je vais vous laisser lire un extrait, qui représente d'après moi l'univers du livre. D'ailleurs, il était désormais admis qu'au goûter, l'on servait à sa mère un café serré, à Épine et à Horty un lait fraise, et à Ronce un grand verre de Javel. Cette sœur était une distraction sans fin. Avec Horty, la buanderie était leur endroit préféré. Ronce grimpa dans la machine à laver. Appuie sur le bouton. 30 ou 90 ? Écho, après je dois aller jouer au grenier. Accroupi dans le tambour métallique de la machine, Ronce lui sourit avec sérieux. Horty referma le hublot, appuya sur écho et s'assit en face pour regarder sa petite sœur tourner. Elle entendait ses gloussements de plaisir, ses glouglous d'étouffement, ses cris de joie pendant l'essorage, ses soupirs lorsque la machine se vidait. Les montagnes russes à domicile pour peu qu'on supporte la noyade, ce que Ronce d'Alembrin faisait très bien. Merci. Donc on remarque dans cet extrait l'univers quand même très particulier, notamment avec Ronce, qui est un personnage très original et unique. Et du coup, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire sur les sorcières et d'apporter un univers aussi étrange dans ton histoire ? Parce que la sorcière est étrange à l'origine. Elle est censée être étrange en fait. On s'en est familiarisé parce que c'est devenu une figure très familière, presque doudou de la littérature jeunesse, de l'univers imaginaire de notre enfance. On a quelques sorcières qui nous font encore peur dans les albums pour petits, mais la plupart des productions depuis une bonne vingtaine d'années maintenant proposent des sorcières qui sont des amies en fait. Il n'y a plus du tout cet aspect bizarre, en grande partie depuis Harry Potter, qui est une grosse référence assumée, comme vous avez dû le voir dans le roman, parce que Harry Potter nous a proposé un univers de rêve qui reprenait la figure de la sorcière pour nous plonger dans un quotidien de scolarité génial, où tout était néanmoins très lissé, très policé à l'anglaise. En fait, on a des petits sorts en latin bien propres qui ont un usage spécifique qui fonctionne parfaitement. On fait un geste avec la baguette, tout est très ordonné. La sorcière, initialement, qui apparaît dans pas mal de cultures, mais bon, mes références à moi sont plutôt européennes, est quand même un personnage qui est en marge de la société. C'est vraiment sa définition. La sorcière, c'est le personnage qui ne rentre pas dans les cases, qui n'est pas bien cadré, et qu'on va désigner comme sorcière justement parce qu'elle ne correspond pas à ce que la société attend d'elle. Et donc j'avais envie de replonger aux racines de ce personnage, et donc de prendre un personnage qui sociétalement dans notre société contemporaine est typiquement marginalisé. Donc quel personnage féminin
est par essence marginalisée dans la société actuelle, ce sont les femmes noires, donc déjà les femmes, mais encore plus les femmes noires, en France notamment parce qu'on a un historique colonial, bref. Donc il fallait que ce soit une femme noire. Et pour à la fois assumer cet aspect marginalisé et donner de la complexité à ce personnage, aussitôt je me dis qu'il faut que ce soit une petite fille, pour que cette sorcière qui est définie dans l'imaginaire ancien comme effrayante, c'est le principe de la sorcière, soit aussitôt un personnage attachant et tendre, et qu'on apprenne à découvrir la bizarrerie, la violence intrinsèque au personnage, tout en apprenant à l'aimer. Et aussi, pour l'aspect Javel et machine à laver, j'avais envie de réinventer un petit peu... Mais ça, c'est du gadget, en fait. C'est mémorable, mais c'est complètement du gadget. J'avais envie de réinventer la sorcière en sortant des yeux de Triton et en mettant plutôt des capsules de lave-vaisselle, parce que qu'est-ce qui serait du poison pour nous aujourd'hui? C'est pas de la racine d'asphodèle en poudre et de la ciguë. On n'en a pas trop dans notre jardin. C'est les détergents qu'on a dans la buanderie, en fait. Donc, évidemment, c'est de ça qu'elle se repaisse. Merci. Je vais te laisser lire un autre extrait, du coup, qui parlera davantage de l'univers un peu trash qui est dans Millepertuis. En face, le corps de Tantevive sursauta puis s'écroula, brassé de l'intérieur, organes chahutés en tous sens. Horty cria avant même de voir le résultat. Elle n'aimait vraiment pas quand quelqu'un était secoué. Tout entier, le corps fripé se déforma, se tordit, se révolta, devenant peu à peu une masse de chair dont la forme initiale n'était plus reconnaissable. Les yeux furent avalés par leurs orbites pour réapparaître un peu plus loin dans le pli d'un coude. Un bout d'intestin ressortit par une narine égarée et la chair brune d'un poumon par un orifice indéterminé. Tout se mélangea dans un chaos tumultueux. Le corps se crispa, se fondit, se heurta à lui-même comme une pâte à pain malmenée. La vieille fut si bien réarrangée qu'en quelques instants seulement, elle ne fut plus qu'un amas informe sur le tapis. Merci. Donc, on voit dans l'extrait quand même qu'il y a énormément de détails, que c'est très gore, très sanglant. Et je voulais savoir comment est-ce que tu as réussi à aborder ces thèmes dans un livre de jeunesse ? Alors, en tant qu'éditrice, moi j'ai pris pour habitude de rien interdire à la littérature ado. D'abord parce que c'est lu par des grands. Et ensuite parce que c'est plus intéressant si on s'interdit rien. La frontière entre littérature jeunesse, quand on est dans de l'ado, et littérature générale, elle n'est pas définissable en un mot, mais elle se situe surtout sur le point de vue. Et moi, je tenais beaucoup à garder le point de vue d'Horty dans toute cette histoire qui est extrêmement cracra parfois, souvent violente, comme c'est le cas ici. Mais en fait, c'est un choc pour elle. Elle a beau faire partie de cet univers, c'est un choc comme si sa maman avait giflé sa tante, en fait. C'est ce qui se passe pour elle. Sauf que c'est une façon de donner une gifle qui est magique et encore plus violente pour nous parce qu'elle heurte des représentations du corps et des choses qui nous semblent de l'ordre d'une violence irréparable. Les sorcières peuvent se réparer. Et est-ce que tu penses qu'en tant que lectrice, écrivaine, tu as des contraintes liées à l'écriture de ce genre de sujet ? De ce genre de sujet, la représentation du corps ? La violence en général, mais aussi la représentation du corps, ou même ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux minorités, un peu, en fait, tout ce qui rejoint un peu Millepertuis. Oui, alors, bon, du coup, il y a pas mal de choses. Mais sur la représentation des minorités, moi j'ai su assez vite que je voulais que mon personnage soit une petite fille noire. Et assez vite, j'étais très mal à l'aise, évidemment, parce que je ne suis pas une petite fille noire. Et par ailleurs, j'ai pas de femme noire ou de membres de ma famille noire. Bon, il y a diverses personnes racisées, etc. Mais dans mon entourage proche. Donc, j'ai pas le sentiment de connaître assez étroitement cette culture pour ne pas la trahir. Donc, je me suis dit que j'allais écrire au mieux en m'enseignant au mieux et en essayant de ne pas trahir, et que forcément j'allais le faire quand même. Donc quand j'ai soumis mon texte à mon éditrice, je lui ai dit j'aimerais,
ce qu'on appelle une relectrice sensible, une sensitivité irideuse, qui soit concernée, mais surtout, et c'est pas facile d'en trouver parce que c'est encore un métier assez récent, et surtout j'aimerais quelqu'un qui soit à la fois concerné et professionnel de la littérature. Parce que c'est vraiment une lecture professionnelle qu'on demande dans ce genre de cas. C'est pas facile de trouver la bonne personne. Et donc on a trouvé quelqu'un que j'ai remercié à la fin, qui s'appelle Zoé Spartacus, qui est une chercheuse, et qui m'a permis de changer des choses et de corriger certaines maladresses. Mais au-delà même des maladresses, m'a permis d'enrichir les descriptions des peaux, par exemple. Parce que je décrivais leur peau comme étant noire. Et à un moment, j'avais même utilisé un terme qui était charbonneux, et il m'a dit pas possible du tout. Et je dis pourquoi du coup, et parce qu'en fait ça évoque le fait de se grimer au charbon, par exemple, ce qui est hyper problématique. Je dis ah oui, bah, évidemment, j'ai pas pensé. Et puis par ailleurs, le charbon c'est montré très noir, il n'y a pas de peau qui soit aussi noire. Et fait, ok, très bien. Et donc elle me dit sur l'exemple des peaux, les trois filles ont des pères différents qu'on ne connaît pas. Et on devine qu'ils ont des pères à la peau blanche, ou plus blanche en tout cas que celle de leur mère. Elles ont des teintes différentes, ce qui est très souvent le cas dans les fratries. De toute façon, on n'a pas tous la même carnation. Et on dit il y a différentes sous-couleurs des peaux noires, selon les coins d'Afrique notamment. Et on va parler de teintes bleues ou de teintes rouges. Je dis, super, n'en dis pas plus. Parce que c'est des éléments qu'une fois que je les ai, je peux en tirer de la littérature. Et donc j'ai pu changer complètement les descriptions d'Omphale, la mère par exemple, en me disant qu'elle vient de tel coin, elle m'a dit que c'était des sous-teintes rouges. Super, moi ça me donne de la matière à métaphore, avec du rubis, du joyau. Elle a un port de reine, ce personnage. Donc c'est top, en fait, ça m'a permis de transformer la matière que j'avais avec des informations que j'avais pas avant. C'est un exemple, et il y en a d'autres. Mais donc, sur les obligations qu'on a en tant qu'auteur, on a l'obligation de respecter la littérature qu'on fait, et donc de respecter son lecteur, par exemple comme ça. Mais en littérature de jeunesse et ado, et ça c'est beaucoup plus discuté, mais moi je considère qu'on a aussi une forme de responsabilité éducative. Et c'est sous cet angle-là qu'est abordée parfois la question du féminisme dans le roman, même si ça reste bizarroïde et un peu trashouille, parce que c'est la personnalité du roman. Donc voilà, Horty est très peu informée, tout à fait distraite. Néanmoins, elle qui est persuadée que tous les petits garçons sont gentils et complètement à croquer, va se retrouver confrontée à l'adolescence à des violences qu'elle va se prendre en pleine face, parce qu'elle n'était pas prête en fait à avoir ce concept-là d'une masculinité qui serait une menace pour elle. Ce qu'elle n'avait pas de raison d'envisager, vu que c'est une sorcière invincible. Okay. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je vais profiter de parler de tout ce qui est question de représentation et tout l'aspect social qui a été abordé dans Millepertuis pour enchaîner et pour parler de Bord de terre. Donc, Bord de terre, c'est ton premier roman qui est paru en 2020 aux éditions Sarbacane. C'est comme on l'a dit, un roman de littérature de l'imaginaire qui est destiné plus aux adolescents. Et ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui basculent dans un monde parallèle, donc celui de Bord de terre. Et ils y découvrent une ville étrange, pleine d'intrigues, avec des champs magiques et un mystérieux lac qui est plein de silence. Pourquoi je parle de Bord de terre quand on parle de questions de représentation ? C'est parce qu'un des deux personnages principaux, donc Tristan, est écrit comme un personnage autiste, et ce qui est assez rare dans la littérature jeunesse, même la littérature générale, donc qui vaut le coup d'être mentionné. Donc
sa différence est beaucoup abordée dans le livre, souvent à travers son rapport aux autres. Donc on a notamment un passage au début du livre que je vais te demander de lire, s'il te plaît, où Tristan donc, est confronté à une bande d'adolescents. La bande des débiles qui zonaient près du loggia à la poubelle ne vit qu'un nuage de sable flotter sur son passage. Donc c'est Inès qui vient de passer. Elle résista à l'envie de leur servir un doigt. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle eut dévalé la petite côte. Là, elle pouvait voir s'étendre, à perte de vue, le vert froufroutant des collines, comme un duvet de liberté dans lequel se roulait. Pégase avait déjà commencé. Elle inspira la bruine, le bourdon des nuages, les aboiements joyeux du chien, et exhala. Puis elle fit demi-tour, le chien sur ses semelles, pour rejoindre Tristan. Mais quand elle retrouva son frère, il était arrêté au niveau du local à poubelle, hébété, entouré de la bande des débiles autour desquels la poussière retombait doucement. Merde. Pégase émit un son plaintif et Inès sentit ses oreilles se recroqueviller. De loin, elle évalua la situation. Ils s'étaient regroupés en cercle autour de Tristan, à 4. Ils ne le touchaient pas, ne faisaient rien, lui barraient simplement le chemin. Mais ça suffisait pour bloquer Tristan avec sa peur du contact. La bande ne savait pas ça pourtant, mais il y avait apparemment une sorte d'instinct du mal chez les raclures de récré. Sans avoir à se concerter, elles pigeaient toujours comment coincer leur proie. Inès grinça des dents. S'ils pensaient qu'ils allaient lui niquer sa balade, ils étaient mal renseignés. Merci beaucoup pour cette lecture. Donc, je me demandais pourquoi avoir choisi d'écrire un personnage principal autiste et comment s'est passé le processus d'écriture sur ce point de vue. J'ai été moins carrée que pour Millepertuis, c'est parce que j'étais plus débutante. Et sur le traitement, sur l'évolution du personnage, il y a des petites choses que je regrette que je ferais différemment aujourd'hui. Enfin bref. Mais sur sa naissance, il est inspiré de 2 personnes que j'ai connues dans l'enfance. L'un qui est mon cousin et l'autre qui était un garçon qui était avec moi à l'école primaire. Donc c'est un mélange des deux, c'est très souvent la façon dont se créent des personnages. Et mon cousin qui était dyspraxique, et sa dyspraxie à lui se manifestait par une forme de bégaiement qui n'est pas celle qui est décrite dans le livre, mais qui était impossible à écrire sans que ça arrache la rétine. Donc j'ai basculé sur quelque chose de beaucoup plus classique. Et le petit garçon que j'ai fréquenté à l'école, qui était ce qu'on appelait à l'époque Asperger, il ne faut plus dire ça, mais en tout cas, c'était comme ça qu'il a été qualifié à l'époque. Et lui, il avait du mal avec le contact et le regarder dans les yeux, ce qui est assez fréquent. Donc voilà, c'est un peu un mix, sachant que de toute façon, il n'y a pas 2 autismes pareils pour tous ceux que j'ai pu rencontrer. Et puis après, en dédicace, on a rencontré un certain nombre. Vraiment, la première chose qu'on apprend quand on se retrouve confronté à l'autisme, soit de façon privée ou professionnelle, c'est qu'il y a un autisme différent par personne autiste. Donc, quelque part, c'était un atout pour créer un personnage. Et la raison pour laquelle il est né autiste, Tristan, il y a 2 raisons. Il y avait une question de représentation. J'avais envie qu'il y ait de la représentation dans ce roman. Je voulais qu'il y ait un handicap dans le main cast. Je ne savais pas trop lequel au début. Et la deuxième raison, c'est que c'est très, très, très agréable en tant qu'écrivaine d'avoir un personnage qui est par définition dans la merde, en fait. Qui a vraiment une difficulté qui tout le temps va le mettre en difficulté, qui a dans sa définition un handicap, quoi. On passe notre temps à mettre nos personnages, à leur faire traverser des épreuves, à les mettre en difficulté, mais ça, ce sont des recours narratifs, scéniques, structurels, et c'est un effort constant à réinventer. Mais s'il y a la difficulté qui est chevillée au corps du personnage, quelque part, c'est un effort en moins. Parce que ce sera toujours la même qui ne va pas se manifester pareil selon ce à quoi il fait face et à quel moment de son histoire il en est. Mais donc c'était intéressant aussi, littéralement. D'accord, super. Pour continuer donc sur le plan
des questions sociales abordées. Donc dans l'univers de Bord de Terre, il y a quand même une ville avec un climat assez lourd de domination, que ce soit sur le plan économique, on a un peu des allures de lutte des classes parfois, mais aussi une forte oppression des enfants, donc avec notamment un groupe d'enfants qui sont exploités au moulin, forcés à chanter à longueur de journée. Et on a aussi toute une résistance qui s'organise, donc d'abord autour de la figure d'Alma. L'originalité dans ton univers, c'est l'utilisation du chant, donc le système de magie basé sur le chant, soit avec musique et paroles, mais on a aussi de la musique sans paroles qui fonctionne très bien, et des paroles sans musique. On retrouve des chansons très connues un peu partout, disséminées dans le livre. On a du Gainsbourg, on a Au clair de la lune, du Fauve, du Jacques Dutronc. Et les noms des chapitres et chants magiques utilisés réutilisent ces chansons connues. Pourquoi est-ce que tu as choisi de donner cette importance aux chants? Et est-ce qu'il y a une raison derrière ces choix de chansons? Alors, Bord de Terre, c'est un roman qui a été écrit en 8 ans, parce que c'est mon premier roman, donc comme pas mal de primo-romanciers, j'ai souffert longtemps et je me suis entêtée. Et donc, c'est un roman qui a été réécrit, qui est multicouche. Donc, chaque fois qu'on plonge dans sa genèse, c'est long. Mais l'une des raisons, qui est la raison la plus noble, c'est que, comme pas mal de gens, j'ai envie de parler du processus créatif, et plutôt que de parler de l'écriture, ou que la magie vienne de l'écriture. Elle peut venir du dessin, comme c'est le cas dans Ewilan, par exemple. Elle aurait pu venir d'autres choses. Là, elle est venue de la musique. Parce qu'à cette époque-là, j'écoutais constamment de la musique. J'avais tout le temps un casque sur les oreilles. C'était le début de mes années d'étudiante. Et voilà, je circulais à travers mes journées avec de la musique dans les oreilles. Donc ça a été assez naturel que le système de magie vienne de ça. Et la deuxième réponse, qui se mélange à la première, c'est que Bord de Terre est initialement, dans ses premières moutures, dans sa première forme fœtale, une fanfiction Harry Potter, extrêmement longue, jamais finie, dont tous les titres de chapitres étaient des chansons. Et donc, quand j'ai récupéré une partie de la structure de cette fanfiction, parce que j'ai voulu la transformer en une histoire originale, j'étais très attachée à ces titres de chansons, parce qu'en plus, je trouvais qu'ils étaient beaux, ce qui n'est pas me faire un compliment, parce que c'est pas de moi. Je me suis dit, mais comment je pourrais l'écarter, que ça ait du sens, que ce soit pas juste un gadget, parce que sinon ça parasite, en fait, si on accumule les fioritures qui n'ont pas de sens dans l'histoire. Et c'est en réfléchissant à mon système de magie que je me suis dit, je vais les garder pour cette raison. En fait, ça va être le système de magie, la musique. Voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ces chansons-là en particulier? Est-ce que c'est des chansons qui t'ont marqué ou... Il fallait que ce soit principalement du français, parce que sinon ça aurait été un peu pénible que ce soit principalement de l'anglais. Donc en fait, j'avais une bibliothèque iTunes énorme, et j'ai pioché dans toute la musique francophone que j'écoutais. Voilà. On dépasse. Ah non, c'est juste que... Et c'est très très varié, effectivement. Il y a Orelsan, Gainsbourg, des vieux trucs de grand-mère. C'est varié aussi dans ma bibliothèque. Merci beaucoup. Moi, j'en ai fini pour ma partie sur Bord de Terre. Alors, on va juste vous poser quelques petites dernières questions. Notamment, là, on est resté dans le registre jeunesse. On voulait savoir si tu comptais, du coup, t'élargir dans d'autres projets et dans d'autres genres. Alors, dans d'autres genres, il y a déjà eu Lettre à toi qui m'aime, qui était dans un genre réaliste. Et dans d'autres rayons, en quelque sorte, oui, je pense que certains de mes projets seront pas limités à la jeunesse, notamment parce que déjà parfois les éditeurs, quand je leur propose mes projets, ils sont très contents que ce soit pour les grands ados, mais parfois ils se posent la question de est-ce que c'est pas tout simplement pour les grands.
mon prochain projet de sorcière, c'est possible que ce soit ce sera du young adulte, soit ce sera de l'imaginaire qui paraîtra par exemple chez De Noël pour les adultes. Voilà. D'accord, merci. Et dernière question, pour profiter d'avoir une autrice et une éditrice ici, on voulait savoir si vous pouvez nous donner quelques conseils à quelqu'un qui souhaiterait paraître, écrire. Faire publier ou écrire, Oui. parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Oui. Pour réussir à écrire sans y perdre la raison, quand on a envie d'être publié, il ne faut pas écrire seul. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner, parce que il faut un interlocuteur, en fait. Il faut quelqu'un qui nous lise. Et même quand on sait que c'est un chapitre qui n'est pas terrible, mais s'il y a du suspense, on a le lecteur en face qui va nous dire « Ah, j'ai trop envie de voir la suite ». Et rien que ça donne de l'énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour finir des projets, en fait. Et cette énergie, on peut la puiser dans plein d'endroits, mais je trouve que c'est difficile, sur le long terme, de l'entretenir seul. Donc d'avoir des copains, des copines d'écriture, que ce soit dans la vraie vie ou sur des forums ou sur des plateformes. Moi, j'écrivais beaucoup des fanfictions sur fanfiction.net à l'époque. Et donc j'ai mes camarades d'écriture qui viennent de là pour certaines, dont une que j'ai des années plus tard recontactée en disant « 15 ans plus tard, écris-tu toujours ?» Elle me dit « Oui, j'écris toujours. Après, c'est bizarre ce que je fais, tu sais, hein, puis il y a toujours du cul. » Et je dis « Mais écoute, moi j'ai peur de rien, je suis éditrice. » Maintenant, elle me dit « Ah !» Donc j'ai publié cette personne qui s'appelle Hélène Lenoir. Donc voilà, les partenaires d'écriture, c'est vraiment précieux pour pas mal de raisons. Et donc, ne pas écrire seul et se former. Se former parce que déjà c'est stimulant. Se former par de l'écriture à contrainte, ça peut être tout seul, mais c'est plus rigolo à plusieurs. Se former par notamment l'étude de la structure du récit. Parce que c'est quelque chose qu'on apprend très très peu traditionnellement dans les études de lettres. On se concentre beaucoup sur le style, dans les études de texte, les commentaires, on commente à mort le style, les métaphores, les ambiances, etc. On n'apprend pas à construire un récit, généralement on n'apprend pas à construire des personnages cohérents qui vont évoluer, qui ne sont pas les mêmes au début et à la fin du récit. Alors qu'un récit extrêmement bien écrit, mais avec un personnage statique, c'est un choix. Ça a été fait dans le nouveau roman. Bon. C'est pas très intéressant, je trouve. Merci. Bonjour Julia. Je ne sais pas si je dois vous voyer ou vous tutoyer. On peut se tutoyer. Ok, très bien. J'avais une question par rapport au Nord, qui est en fait un thème central dans Millepertuis, parce que c'est vraiment le centre névralgique des pouvoirs. Et déjà, je me demandais un peu d'où ça venait, cette inspiration. Et est-ce que c'est pas parce que c'est vrai que souvent dans les récits de sorcellerie et Harry Potter, par exemple, les pouvoirs chez un sorcier ou une sorcière, c'est un peu quelque chose d'inné qu'on ne questionne pas, qui est là un peu dans l'âme et qui se réveille à un moment. Est-ce que peut-être mettre ça dans le nombril, c'est mettre ça du côté des tripes, vraiment du corporel, comme vous le faites pour le reste du récit, en fait? Effectivement, c'est un récit qui est très organique, et je voulais que ça soit... que lui-même, dans sa conception, la magie soit organique, que la magie aussi soit très cohérente à cet égard-là. Donc oui, il fallait que ce soit incarné, l'origine de la magie. Et à un moment donné, dans une petite ligne, je ne sais plus du tout à quelle scène, mais il expliquait que les communs ont un or éparpillé, en fait. Il n'est pas accroché à leur nombril, il est partout en eux, et le fait qu'ils ne soient pas concentrés, c'est ça qui ne leur permet pas de faire de magie. Donc c'est pas une différence d'essence, ce que je trouve toujours un petit peu dangereux. Dans la définition d'un univers, ça dégénère facilement vers le nazisme. C'est vraiment une différence de bidouille, en fait. On a rassemblé cette texture magique comme de la pâte à modeler, elle est accrochée au nombril. Voilà. Merci pour cette rencontre extrêmement intéressante et bien modérée, je souligne. J'ai une question purement technique, enfin un petit détail par rapport à ce que vous avez conseillé au sujet des forums. Est-ce que vous avez des sites à nous recommander, justement? Alors, malheureusement, et c'est là que mon âge se trahit, je ne suis pas très à jour
Je sais que une bonne partie des étudiantes et des stagiaires que je reçois en tant qu'éditrice et qui écrivent d'autres passent par exemple, Wattpad, ce genre de plateforme. Oui, je pensais à Wattpad. Ouais. Mais Wattpad, je crois que ça fait un peu mal aux yeux, non? Parce que justement... Alors, fanfiction.net aussi. C'est, D'accord. comme disait mon professeur de philosophie en master, 80% de tout, c'est de la merde. C'était quelqu'un de très positif dans la vie. Et donc, oui, 80% de ce qu'on va trouver, ça va être des récits un peu indigents, mais qui ont le mérite d'avoir existé, d'être sortis de la personne à un moment donné. Mais dans les 20% restants, et c'est la même proportion pour les manuscrits que je reçois en tant qu'éditrice, dans les 20% restants, il y aura des perles. En fait, il faut trouver des partenaires d'écriture qui vont un peu répondre à l'esprit de ce que vous écrivez, que ce soit dans l'univers, parce que c'est toujours plus sympa de partager des univers quand c'est des fanfictions, ou si on est fan de romantasy, ou si on est fan de comédie, ou si on est fan de thriller, d'horreur, ça. Partager un univers, c'est pratique pour être une première porte d'entrée dans le dialogue. Et ensuite, on aime bien avoir un goût partagé pour une certaine tonalité d'écriture, etc. Donc, il faut plutôt aller vers les récits qui vous semblent d'une qualité qui répond à vos attentes, même si vous-même vous avez l'impression d'être pas au niveau de la personne qui écrit. Écrivez un commentaire, une review, faites connaissance, en fait. Et, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Après, j'étais adolescente. J'avais pas de filtre, certainement. Mais je crois que c'est beaucoup comme ça que ça se pratique encore sur les plateformes. Et vous, en tant qu'éditrice, vous allez un peu chercher des... Pas du tout, j'ai pas le temps. Mais j'aimerais bien, en fait, quand je disais que j'ai repioché voilà, c'est pour ça. Ouais. une ancienne collègue à moi de forum d'écriture, je rêverais d'avoir le temps d'écumer Wattpad, mais j'ai pas du tout le temps. Par ailleurs, je sais plus si c'est le cas de cette plateforme-là, mais il y en a certaines qui appartiennent à des maisons d'édition maintenant. Je crois que Wattpad a été racheté. Ce qui est malin, même si pas toujours esthétiquement plaisant, parce que ça peut les amener à juste publier le récit qui a dépassé 350 000 vues, sans vraiment d'égard pour le travail d'éditeur. Mais voilà, Wattpad ou d'autres, il y en a vraiment plein d'autres, je crois. Et si c'est pas des formats qui vous bottent, déjà vous avoir des amis d'écriture dans la vraie vie, et aussi il y a des forums plus petits, en fait. Là, c'est des grosses plateformes. Il y a des forums plus petits. Je sais que Christelle Dabos, par exemple, elle en parle souvent. Elle a débuté sur le forum Plume d'Argent, qui est un forum, je sais pas, ils étaient 40. Ça suffit, en fait. Et qui avait pour règle on ne peut pas demander de review, de commentaires de ses propres textes, avant d'en avoir soi-même publié, par exemple, 5. Ce qui invite à découvrir les autres, avant d'exiger que tout le monde nous lise et nous commente. Ce qui est intéressant, ça invite les gens à forcément se connaître un peu. Merci. Donc, hier, nous étions au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Et en allant sur le stand de l'éditeur, la maison d'édition Sarbacane, on a découvert que Bord de terre, donc, qui est là, est aussi adapté en bande dessinée. Ce que nous ne savions pas avant de préparer la rencontre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot et de ta place en fait dans cet autre processus d'écriture et de procédé transmédiatique? Eh bien, ça se passe toujours différemment, les cas d'adaptation. Il y a vraiment plein de cas. Et dans mon cas, je me sens complètement parasitaire. J'ai l'impression d'avoir rien fait dans cette expérience. Ce qui s'est passé, c'est que l'illustrateur, qui s'appelle Timothée Lemont, qui a publié avant une BD qui s'appelle Après le monde, a lu Bord de terre, a eu un coup de cœur et a demandé... parce que ça faisait 2 ans qu'il essayait de trouver un nouveau scénario. Il est très nul en scénario, parce que c'est un autre métier, en fait, d'écrire et de dessiner. Et a demandé à l'éditeur s'il pouvait l'adapter, il voulait trop l'adapter. Et l'éditeur m'a demandé si moi, je voulais bien qu'il l'adapte. Et j'étais prise au dépourvu. Et très gênée, parce que j'arrivais pas à savoir si j'aimais son dessin, en fait. Et je me dis, c'est cool.
est-ce que c'est ça que je vois pour Bord de terre? J'étais assez perturbée par cette expérience. Et puis je me suis dit go, parce que c'est comme une adaptation cinématographique en fait. Si c'est fait avec une vraie direction artistique, ce sera forcément plus intéressant que quelque chose qui serait proche de ce que j'imagine, mais fait sans âme. Et donc, il adorait le roman. Et il y a une vraie direction artistique. Ça ne ressemble pas à ce qu'on voit partout. Ce qui me plaît en soi. Et j'étais ravie. J'ai été complètement emballée le jour où j'ai découvert ce qu'il avait fait des Esprits du lac. Parce que c'est... Alors même que moi, j'ai mes propres images dans la tête, toutes les personnes qui m'en parlent en dédicace ne voient pas la même chose. Parce que certainement que mes descriptions étaient très confuses et complètement mystiques. Et du coup, lui-même, il a eu sa propre interprétation visuelle des Esprits du lac. Je ne trouve plus. Est-ce que tu peux me trouver une double page où il y a... Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et il y a d'autres yeux que les miens qui ont vu cet univers. Donc j'ai été très emballée à partir de ce moment-là. Et donc, Bord de terre, là, sera adapté en 4 tomes parce que c'est un gros livre. Voilà, super. Et que le dessin, c'est beaucoup de travail. Ça prend plus de place pour raconter la même chose. Et je crois que c'est un par an. Donc celui-ci étant sorti début 2024. Ça devrait être bientôt le prochain. Alors. Mais parfois, l'auteur travaille dans la bande dessinée. Moi, bof. J'ai pas vraiment scénarisé, vu qu'il a été très, très fidèle. J'ai juste corrigé ses dialogues parce qu'il avait eu le mauvais goût de les changer, alors qu'ils étaient parfaits. Donc voilà. Merci. Bonjour Julia. Moi, je voulais savoir s'il y a un livre de littérature jeunesse que vous auriez aimé écrire et pourquoi. Ah, depuis que je suis petite, je rêve d'avoir écrit Harry Potter. Maintenant, c'est gênant comme rêve. Mais non, je crois pas. Un livre jeunesse qui existerait et que j'aurais voulu avoir écrit moi. Non, j'ai pas du tout cette frustration. J'ai vraiment tendance à les avaler, à m'en nourrir, un peu comme Horty. Tout ce qui est en moi me rend plus forte. Je n'ai pas trop cette approche-là. En revanche, j'ai des livres qui, comme tout le monde, je crois, ont été des pivots dans mon expérience de la littérature, dans ce que j'avais envie de faire. Je ne sais même pas si je peux parler de pivot pour Harry Potter parce que j'étais très jeune, donc ça a été juste une expérience de définition de mon imaginaire. Mais plus âgée, vers la vingtaine, j'ai lu Les Magiciens de Lev Grossman, que si vous voulez le lire, je vous invite à lire plutôt en anglais parce qu'il est très, très mal traduit. The Magicians. Et c'est incroyable. C'est... La 4e de couverture dit avec beaucoup de finesse Harry Potter pour les adultes. C'est pas si faux. Dans le sens où c'est vraiment écrit comme une errance identitaire new-yorkaise contemporaine, sauf que son errance au jeune homme va l'amener à basculer dans une école de magie. Et c'est écrit avec cette plume contemporaine américaine un peu désabusée, d'un personnage qui n'est jamais satisfait de son sort. C'est-à-dire que la magie, c'est trop cool. Et puis 6 mois après, c'est tellement de travail. Beaucoup d'exercices de magie. Je ne pensais pas qu'il y avait de la grammaire de la magie. Au secours. C'est vraiment... je le décris comme quelque chose de drôle parce que je ne peux pas m'empêcher. Je fais ça avec tout, mais c'est pas si drôle que ça. C'est juste brillant. Et cet ouvrage, donc, met en scène un personnage qui s'appelle Quentin et qui, lui, est fan de un univers qui est nommé autrement, mais qu'on reconnaît comme étant Narnia. Voilà. Où il y a un dieu animal, 4 rois et reines, des enfants qui ont basculé dans ce monde, etc. etc. Donc il est fan, il connaît tout sur le bout des doigts. Et à un moment donné du récit, ce monde imaginaire pour notre héros va se manifester dans sa réalité. Et je préfère ne pas vous gâcher une partie de la surprise si ça vous intéresse de le lire. Mais ce truc-là m'a fait débloquer un verrou. Je dis, mais en fait, je peux tout à fait, en tant qu'autrice,
utiliser, et c'est ce que j'ai fait avec le personnage de Vendry, utiliser l'univers de Harry Potter comme un dispositif narratif pour faire grandir l'histoire. Et c'est ça qui a donné naissance au personnage de Vendry, qui rêve d'être sorcier, parce qu'évidemment, Harry Potter existe dans ce monde, vu que c'est la réalité, en fait. Donc il rêve d'être sorcier, et découvrant qu'il a des pouvoirs magiques, il se dit, je vais recevoir ma lettre de Poudlard, je vais avoir une baguette que Ollivanders va me désigner, et je vais apprendre mes petits sorts en latin, je vais prendre option latin, du coup, pour me préparer. Forcément, en fait. À mesure qu'il grandit, il s'éloigne un petit peu de ce rêve parce qu'il a la tête sur les épaules. Mais c'est sa vision de la magie. Et elle est heurtée quand il se retrouve face à Horty qui trempe des parchemins dans le papier au lait, qui les suce et qui dit quel bon goût d'aventure. C'est différent. Mais c'était essentiel aussi pour la définition de cet univers que Vendry en attende autre chose de la magie. J'ai une petite question concernant du coup le dernier ouvrage que tu as, qui a été publié, et c'est un album jeunesse, donc Macap. Est-ce que tu as eu des processus d'écriture totalement différents, et est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Les albums, je trouve ça très 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 dur à écrire. Parce que j'ai tendance à écrire des gros univers, pourrait-on dire, qui nécessitent de rajouter pour tout donner. Et les albums, c'est vraiment un art de la légèreté et de la densité. C'est un équilibre très très difficile, je trouve. Et par ailleurs, il faut qu'il y ait un répondant avec l'image qu'on doit imaginer en tant qu'auteur, en laissant une place qui soit essentielle. C'est très très bizarre comme expérience. C'est-à-dire qu'il faut se dire je dis ça parce que l'image va dire pas la même chose, si possible. Donc pendant plusieurs années, j'avais écrit des albums qui étaient tous très très mauvais et qu'on m'a refusé à raison. Et ensuite, j'ai eu un enfant. Et j'ai lu des albums. Et je me dis, je comprends pourquoi on me refusait les miens, en fait. C'est tellement compliqué aussi de lire un album et d'y prendre du plaisir quand on est parent, parce qu'en plus, on va le lire des millions de fois, que j'ai fini par comprendre un peu intuitivement comment ça marchait. Et je t'avoue que je n'ai pas vraiment analysé... à part que j'ai compris le rapport texte-image de l'album, j'ai pas vraiment d'analyse pour l'heure de cette expérience-là. Je sais que les quelques albums que j'ai écrits qui fonctionnent, je les ai écrits d'une traite. Un peu comme on lit un album, en fait. J'y reviens pas. Enfin, si, j'y reviens éditorialement sur le conseil de l'éditrice pour 2-3 petits trucs. Mais les albums plutôt courts, parce qu'il y en a des longs, il y en a aussi pour des grands lecteurs, j'ai l'impression que moi, ça fonctionne de les écrire d'une traite comme je les lirais à mon fils, en fait, qui a 2 ans. Donc, un champ d'attention qui n'est pas très long. En tant qu'éditrice, tu veux dire? Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de manuscrits à lire. Il y a des périodes où j'arrive pas du tout, sur mon temps de loisir, sur mon temps personnel, à lire de la littérature ado, parce que je sature. Je sature parce que c'est mon travail. De la même façon que je sature de lire sur écran et que pour mon loisir personnel, je ne lis que sur papier. Donc oui, ça m'arrive très souvent de ne pas pouvoir lire de littérature ado, ce qui est un peu un problème parce que ça fait aussi partie de mon métier de faire de la veille. Mais d'avoir des pannes de lecture, bof, en fait. Je suis très en paix avec le fait d'arrêter des livres quand ils ne m'apportent pas ce qu'il me faut. Et parfois, c'est pas un défaut du livre, c'est juste que c'est pas le bon moment. Donc j'ai énormément de livres abandonnés et je les abandonne pour en prendre un autre. Donc jamais de panne. Ça va. Et est-ce que pour terminer, tu auras des conseils de lecture à donner aux étudiants et aux étudiantes? Alors du coup, pour celles qui sont intéressées, je parle au féminin parce que vous êtes la majorité. Pour celles qui sont intéressées par une expérience de lecture d'imaginaire et qui sont capables de lire l'anglais, je recommande fortement The Magicians de Lev Grossman. Qui est en 3 tomes, chaque tome pouvant presque se lire indépendamment, mais ils se suivent, et qui sont de mieux en mieux les 3, ce qui est rare, mérite d'être mentionné. Et des recommandations de lecture,
eh bien, j'en ai parlé au tout début, Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, qui est un roman de littérature jeunesse, ado, assez crossover en termes d'âge, qui est une réécriture de Eugène Onegin de Pouchkine, en vers libre, qui est l'un des premiers romans francophones en vers libre, toutes catégories confondues. Ça s'est un tout petit peu exporté vers la littérature adulte après. Mais je tiens à le dire et à souligner que ça vient de la littérature jeunesse, le roman vers libre, et notamment de la littérature jeunesse américaine, qui fait beaucoup ça. Depuis ce roman, plein d'auteurs français ou francophones s'y sont mis, pour notre plus grande joie. C'est inégal comme tout, mais c'est vraiment très intéressant, je trouve, comme format d'écriture. Et donc, c'est génial. C'est une romance à suspense, portée par une voix très singulière et très réjouissante, et qui, moi, du coup, m'a fait changer ma façon d'écrire, en ce qu'elle m'a permis de conscientiser le rythme de la phrase différemment. Et c'était une expérience géniale. Et qu'est-ce que je recommanderais aussi ? Enfin, je recommanderais quelque chose d'assez différent, qui est en littérature générale, et qui s'appelle Les Nuits Bleues, d'Anne Fleur-Bulton, et qui est une romance lesbienne sans drama, et qui finit bien. Tout ça est très rare. Déjà parce que les romances homosexuelles sont pas très fréquentes, encore moins lesbiennes en fait. Et très très souvent, les romances homosexuelles, c'est soit autour du coming out, surtout dans la littérature jeunesse, soit autour d'un problème, ce problème pouvant être le sida par exemple. Et très très souvent, l'un des deux meurt, ce qui est une sorte de punition mystique, hein, il n'avait qu'à pas. Donc, le fait d'avoir une romance homosexuelle positive, c'est déjà brillant. Et ensuite, elle réussit ce tour de force d'écrire un livre, un roman où on ne s'ennuie pas, qui est rythmé, où il y a du suspense, sans créer de drame, comme il y en a de manière nécessaire en fait dans toute narration, dans Orgueil et Préjugés, dans n'importe quelle histoire romantique. Il faut du drame, il faut des quiproquos, il faut des malentendus, il faut des épreuves, il faut des empêchements, il faut des parents qui interdisent de se voir. Là, il n'y en a pas. Il y a juste un petit peu le Covid qui empêche de sortir, mais enfin, ça va. Voilà, c'est brillamment écrit. Il y a c'est partiellement en vers libre, ponctuellement. C'est une langue très inventive. Je vous le recommande 1000 fois. Et c'est aussi une façon d'écrire la sensualité qui est remarquable. Donc, Les Nuits Bleues d'Anne Fleur-Bulton. Merci beaucoup Julia. Merci à Loélia, Lucas, Fiona et Selma, et à l'ensemble des étudiants et des étudiantes qui ont aussi participé à la préparation de cette rencontre. Voilà. La prochaine rencontre texto aura lieu le 28 janvier avec Pierrick Pailly. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée. Merci. Écoutez, bonne lecture, bonne fête. Merci à tous pour votre appel. Bonne journée. Merci beaucoup.